Écoutez, force est de constater qu'au vu des études précliniques et des études cliniques qui commencent à s'accumuler, effectivement, on ne peut se ranger que derrière le fait que ça peut avoir un intérêt bénéfique pour la santé des patients, et ce, dans de nombreuses pathologies. Oui, sur quel type de maladie? Ça peut être aussi bien dans le champ de la neurologie que celui de la psychiatrie, mais ça peut également être utile en hépatogastro-entérologie pour soigner les maladies de Crohn, par exemple, où là, les cannabinoïdes sont plus efficaces que la plupart des thérapeutiques actuellement disponibles. C'est le cas aussi dans les épilepsies sévères des enfants, comme les syndromes de Dravet, où là encore, les cannabinoïdes sont plus efficaces que les meilleurs médicaments disponibles. Donc, il y a quand même cette question à se poser sur un produit, une plante qui contient de nombreux principes actifs, plus de 120 cannabinoïdes, mais également des terpènes, des flavonoïdes. Et ces principes actifs, effectivement, peuvent soigner tout un tas de pathologies. William Loewenstein, bonsoir. Bonsoir, Marina. Vous êtes médecin addictologue, président de SOS Addiction. Qu'est-ce qui est prouvé aujourd'hui scientifiquement sur le bénéfice de ce cannabis thérapeutique sur ce type de pathologie, et avec quels éventuellement inconvénients? Alors, depuis une quinzaine d'années, avec insuffisamment de travaux, mais suffisamment pour pouvoir affirmer ce que je vais vous proposer, l'efficacité du cannabis en termes de confort dans les maladies neurodégénératives, que ce soit la sclérose en plaques, que ce soit d'autres maladies. Quand vous dites confort, vous parlez de douleur notamment? Oui, de douleur, de contractures musculaires, est une certitude. Le deuxième point indiscutable est l'amélioration des nausées ou des situations, là aussi, d'inconfort lors de chimiothérapie ou de traitements antiviraux ou antirétroviraux. L'action en ophtalmo sur le glaucome est très intéressante, mais il reste à préciser les voies d'administration. On aimerait pouvoir trouver, par exemple, une pommade avec le cannabinoïde le plus efficace. L'action anti-inflammatoire a été rappelée, et elle est certaine dans les maladies digestives chroniques. Que finalement on a beaucoup de mal à traiter, y compris avec de fortes posologies de corticoïdes. Et puis il y a l'épilepsie, les épilepsies rebelles, les épilepsies de l'enfant, pour lesquelles différents cannabinoïdes ont une réelle action. Ça, c'est la partie, on va dire, certaine à très probable. Il reste bien des recherches à mener, parce que c'est manifestement un potentiel extraordinaire. Mais comme à chaque fois la discussion bute un peu, surtout en Europe, si on pousse sur le cannabis thérapeutique, on va ouvrir la porte sur la politique en général du cannabis. C'est vrai que ça nous navre. Et puis, vous le savez, en France, on avait eu également en 2013 l'autorisation accordée par Madame Marisol Touraine pour le Sativex, qu'on le nommait, le premier médicament en spray avec un peu de cannabis efficace, ou du moins les principes actifs. Hélas, ministère et laboratoire sont pas mis d'accord sur le prix. Pour l'instant, ce sont les patients qui en pâtissent. Donc, une perte non pas de chance thérapeutique. De cannabis thérapeutique disponible en France? Actuellement, vous avez des autorisations nominatives très lourdes, très compliquées, très peu. Et en ce qui concerne un accès large, la réponse est simplement non, parce qu'il n'y a pas eu d'accord sur le prix. Donc, c'est soit une perte de chance de confort pour les patients. Et j'ai pas cité, peut-être pour pas gâcher l'ambiance, un peu comme mon collègue, les fins de vie. C'est-à-dire que là aussi, contre les douleurs, contre les anorexies, contre l'anxiété aussi, voilà, contre les états vraiment anxieux, on sait qu'il y a des potentiels extraordinaires. Donc mourir dans la dignité, c'est aussi favoriser la recherche et l'accessibilité au cannabis thérapeutique, loin d'une réflexion politicienne qui ne nous appartient pas forcément. En tant que citoyen, oui, en tant que médecin, on voudrait le cannabis thérapeutique et les recherches. On a parlé là de voies d'administration, effectivement, que ce soit en spray, éventuellement un jour en pommade, parce que l'idée, en fait, c'est pas de fumer le cannabis. Évidemment, le cannabis médical, ça ne se fume pas. Il existe plusieurs voies d'administration possibles. Les plus simples sont l'ingestion et la vaporisation, en achetant un appareil qui s'appelle un vaporisateur, qui permet de chauffer la plante et d'en récupérer les principes actifs sous forme de vapeur, mais sans les produits toxiques qu'on retrouve dans la fumée, la chaleur de la fumée, le monoxyde de carbone, les métaux lourds, etc., etc.
Donc c'est une méthode d'administration qui est aujourd'hui safe, qui a prouvé sa sécurité d'emploi dans les hôpitaux allemands. Donc je ne vais pas faire de publicité pour l'appareil, mais c'est des appareils qui sont homologués sur le plan médical et qui permettent d'avoir un mode d'administration tout à fait sûr. Mais quand on parle évidemment drogue en France, on pense toujours à l'addiction. Il y a un risque d'addiction avec le cannabis thérapeutique ou pas, avec le recul qu'on a dans certains pays ? Bah écoutez, il n'y a pas un cannabis qui est réservé pour le récréatif et un cannabis qui soigne. C'est le même cannabis. La réalité, c'est qu'il y a seulement 5 à 10% des usagers qui sont addicts à ce produit. Et cette dépendance, elle augmente si on utilise le tabac avec. C'est-à-dire que le tabac, l'usage du tabac mixé avec celui du cannabis multiplie par 2 le taux d'addiction. Donc il y a vraiment quelque chose à faire en termes de santé publique, parce qu'aujourd'hui on a 1 million d'usagers adultes, plus certainement 200 000 usagers thérapeutiques au minimum, qui ne connaissent pas les bons modes d'administration et qui donc vont fumer des joints. Certes, ils vont avoir les effets bénéfiques du cannabis, des principes actifs du cannabis, mais également tous les effets délétères. Alors il faut vraiment éduquer la population sur le fait qu'il existe des pratiques de consommation à moindre risque. C'était une grande réticence en Californie, où ils se sont battus, on va le dire de cette façon-là, contre les méfaits de la combustion du tabac, de tout d'un coup légaliser une substance, le cannabis, qui pourra à nouveau être fumé. Donc même aujourd'hui, quelles que soient nos décisions, encore une fois politiques, il y a une mesure de réduction des risques qui s'impose. C'est OK, ne fumez pas de cannabis, mais si vous voulez prendre du cannabis, vapotez, comme on l'a fait pour la e-cigarette et le tabac. Parce qu'un des méfaits principaux, c'est évidemment le tabac brûlé. Et donc le vapotage serait déjà une réduction des risques. Après, la légalisation permet également de ne plus retrouver du pneu, des microbilles, du henné dans les produits qui, en plus étant fumés, seraient toxiques. Et puis pour finir, sur le cannabis thérapeutique, on imagine bien que prendre trop d'antalgiques hyper opiacés, hyper puissants, donne des addictions qui sont largement égales au cannabis thérapeutique. Et encore, quand c'est nécessaire, on a l'impression que tout va vers la douleur, fort heureusement, mais pour beaucoup de personnes, dont des personnes âgées, la consommation nécessaire d'un point de vue antalgique d'opiacés, elle peut être compliquée. Parce qu'il y a vraiment des effets parfois qui sont paradoxaux et des troubles très embêtants chez les personnes âgées, comme la constipation. Je devrais dire, ça peut être terrifiant pour quelqu'un et parfois il faut élargir la palette thérapeutique et proposer bien évidemment, encore une fois dans une optique à la fois d'efficacité et de dignité de vie, l'élargissement de cette palette thérapeutique et le cannabis médical en fait partie. Voilà, juste avant de passer effectivement à la légalisation plus générale, on est en retard par rapport à nos voisins européens sur le cannabis thérapeutique ? Nous sommes clairement en retard au niveau de l'accès, au niveau de la recherche, dans tous les niveaux. Il faut bien se rendre compte qu'en 2020, les fleurs de chanvre seront disponibles dans toutes les pharmacies allemandes, que l'État italien est déjà en train de gérer la production pour ses concitoyens, qu'en Espagne aussi, on trouve un accès dans tous les milieux hospitaliers. Donc on est clairement en retard. Oxford aussi a débloqué un gros programme de recherche de 10 millions de livres sterling pour faire avancer la recherche sur les cannabinoïdes. Et je tiens à préciser aussi dans l'épilepsie, parce qu'à Normal France, on commence à faire du soutien médical. On a une dizaine de personnes par mois en moyenne qui veulent avoir des informations. Et on suit des mamans d'enfants épileptiques qui ont arrêté, on a 3 mamans qui ont arrêté tous les traitements anti-épileptiques et qui donnent que du cannabidiol à leurs enfants et qui sont dans un état de santé bien meilleur, avec un développement psychomoteur qui est en train de... Enfin, c'est des enfants qui sont en train de revivre complètement. Évidemment, débloquer les fonds pour cette recherche qui est essentielle. Pour avancer dans le débat, on va revoir un extrait du documentaire, le témoignage de Steve DeAngelo, propriétaire d'un dispensaire à Auckland, qui milite depuis les années 80 pour voir reconnaître les bienfaits thérapeutiques de la marijuana. Regardez. Nous avons plus de 220 000 patients officiellement inscrits. Nous en servons près de 1000 par jour et nous employons actuellement plus de 250 personnes. Mais nous avons aussi une autre boutique et une ferme et aussi une usine et pas mal d'autres trucs. Nous avons fait entrer un cheval de Troie au cœur de l'Amérique capitaliste. La tactique du cheval de Troie est imparable. Comment continuer à interdire un produit qui est reconnu médicalement utile ?
La légalisation du cannabis médical aboutit tôt ou tard à la légalisation complète. Autrement dit, la vente libre. Alors Gaspard Koenig, bonsoir. Ça. Professeur de philosophie, fondateur du think tank, donc un laboratoire d'idées Génération Libre. Vous êtes l'auteur chez Plomb des Aventuriers de la Liberté qui rassemble les chroniques que vous avez écrites pour le magazine Le Point. Et c'est pour cette occasion que vous êtes récemment rendu au Colorado, où on sait que depuis 2014, la culture, le commerce et donc la consommation de la marijuana sont légales. Est-ce que vous partagez cette analyse finalement que la légalisation du cannabis médical va mener inéluctablement à la légalisation complète ou pas? Je pense que oui, honnêtement, mais c'est plutôt une bonne chose. D'ailleurs, au Colorado, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont d'abord légalisé le thérapeutique avant d'en arriver au récréatif, aussi parce qu'aux États-Unis, ça se passe par référendum. Donc c'est la majorité de la population qui décide, et c'est eux qui proposent aussi, comme ça s'est passé en Californie, le texte à voter. Et effectivement, le thérapeutique ouvre une brèche, ne serait-ce que pour être franc, en Californie, là maintenant c'est légalisé sur le plan récréatif, mais avant, vous aviez des espèces d'applications avec des médecins en ligne, que vous payez $50, vous expliquez que vous êtes très déprimé en ce moment, vous vous retrouvez avec une prescription de cannabis, et donc au final, ça glisse, mais ça glisse aussi pour de bonnes raisons, parce que c'est vrai, ça soulage les douleurs, mais finalement, tout le monde a des douleurs, c'est pas seulement les cas extrêmes. Ça permet peut-être de lutter contre l'angoisse, la dépression, mais tout le monde en a. Est-ce que c'est médical, pas médical? On voit qu'on est sur toujours des terrains très glissants. À Auckland, justement, dont on parlait, il y a maintenant des crèmes au cannabis qui permettent aux danseuses d'avoir moins mal aux chevilles et elles s'en mettent avant les représentations. Est-ce que c'est médical, pas médical? Avoir moins mal, c'est un peu les deux. La limite est compliquée à fixer. Voilà, mais encore une fois, ça permet aussi d'habituer la population à familiariser avec le produit, de le dédramatiser, parce que je rappelle, on parle de légalisation du cannabis, mais je rappelle que c'est un produit légal depuis 5000 ans et que les Chinois l'utilisaient déjà pour ses vertus thérapeutiques. Donc l'humanité a une longue histoire d'appropriation et de cohabitation avec le cannabis. Et c'est seulement depuis quelques décennies, pour des raisons politiques dont on pourrait reparler, qu'il y a eu cette espèce d'hystérie et de prohibition, mais qui n'a absolument pas lieu d'être. Bernard Leroy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de l'organe international de contrôle des stupéfiants. Vous n'êtes pas favorable à la légalisation du cannabis? Je ne suis pas du tout favorable à la légalisation du cannabis, mais par contre, je n'ai pas de problème avec l'utilisation médicale du cannabis pourvu qu'elle soit encadrée. Car... Avec ces risques de dérive qu'on entend? Non, hors risque de dérive, dès lors qu'on prend en compte l'encadrement prévu par les conventions. La morphine, on aurait le même problème. La morphine est une drogue hyper dangereuse qui a un intérêt médical tout à fait important. Et je pense que il y a peu de fuites dans le système médical. Donc, les conventions des Nations Unies, il faut savoir ce qu'elles disent. D'abord, les conventions ne sont pas des Nations Unies, elles sont les conventions de la communauté internationale. Il y a 189 États sur 194 qui les ont ratifiées. Donc c'est aux États, s'ils veulent changer, qu'ils changent. Nous, on en prend acte. Donc, elles disent deux choses. Elles disent, que seul l'usage médical des drogues est possible. Les substances classées par les conventions. Et la deuxième chose, elles indiquent que face à la possession en vue de l'usage, les États doivent prévoir des sanctions pénales. Voilà ce qu'ils avaient dit. Alors, nous, l'organe international de contrôle, on a une certaine flexibilité pour interpréter au moins qu'est-ce qu'un usage médical. Donc, que le cannabis soit vendu en pharmacie selon des normes médicales pour des cas précis, nous n'avons aucun problème. La boutique dans la rue qui vend à des fins médicales, on est plus dubitatif. Mais est-ce qu'il y aurait un risque pour vous, en légalisant, d'accroître la consommation? Alors, moi, ce qui me préoccupe, c'est que... donc, actuellement, il faut quand même savoir qu'il y a 180 millions de gens qui utilisent du cannabis dans le monde, et la plupart du temps, quand même, pour des raisons qui sont non médicales. Et notamment les très jeunes, on en parlera avec vous, Dr. Lowenstein. Et le problème, c'est que nous nous sommes penchés sur ce qui s'est passé dans le Colorado et dans l'État de Washington. Qu'est-ce qu'on a vu? Donc, on nous a dit que ça allait ruiner la mafia. Bien non. Ça valait $75, l'État l'a mis à 50, la mafia l'a mis à 30. Oui, immédiatement. On va parler après des conséquences, effectivement, sur le trafic. Mais déjà, sur la consommation, alors, ça donne quoi, Alors, sur la consommation, pour les États américains, ça a donné un peu d'augmentation sur les... Je ne sais plus la tranche... Les seniors. Moins sur les tranches plus jeunes. Voilà. Par contre, il y a une étude qui m'a quand même inquiété, épidémiologique, qui montre que lorsqu'on demande à un étudiant
qui t'a fourni. Le premier fournisseur, c'est un autre qui possède du cannabis. Le deuxième fournisseur, au Colorado, ce qui est quand même assez stupéfiant, sans jeu de mots, c'est les parents. Oui, et le troisième fournisseur, c'est le crime organisé. Et la fourniture dans le cadre légal local ne vient qu'après. Évidemment, puisque c'est interdit aux mineurs au Colorado. Pardon ? En tant que mineur, vous ne pouvez pas acheter de... Oui, mais là, je parle de la tranche des jeunes adultes. David Weinberger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice et vous avez mené une étude sur les expériences de régulation donc, du cannabis dans les États américains, du Colorado et du Washington et en Uruguay. Est-ce que pour vous, effectivement, vous avez constaté dans cette étude que ça a augmenté la consommation, cette légalisation ? Alors, on a vu, comme l'a dit M. Leroy, une augmentation de la consommation relativement légère, mais réelle, chez les populations adultes, donc les plus de 25 ans. Et ce qu'on avait vu aussi avec l'apparition du cannabis médical, une espèce d'augmentation temporaire, un phénomène... genre effet nouveauté qui vraiment cible les majeurs. Et puis après, cible les majeurs parce qu'effectivement c'est interdit, la vente est interdite aux mineurs. Alors la vente est interdite aux mineurs, mais on peut quand même estimer la consommation chez les mineurs. Et là, je renvoie à l'étude qu'a cité M. Leroy. Effectivement, les mineurs au Colorado, par exemple, continuent à consommer du cannabis de manière relativement stable. Il n'y a pas une réelle diminution de la consommation du cannabis. Et là où je me range pas tout à fait de l'avis de M. Leroy, c'est que 25% de ces mineurs vont vers le marché noir, 75% s'alimentent de manière indirecte. Donc la consommation reste stable chez les mineurs et elle augmente sûrement de manière temporaire chez les majeurs. Et d'autres impacts éventuellement sur la conduite sous l'emprise de cannabis, choses comme ça ou pas ? Est-ce qu'il y a eu d'autres... Alors oui, là c'est un problème qui est lié à la banalisation du produit, puisque effectivement on a vu une augmentation de la consommation du cannabis au volant. En fait, la police arrête beaucoup de gens, dont une partie en fait conduit sous l'effet du cannabis, mais de manière légale, en tout cas au Colorado. Il y a plein de choses comme ça à régler, et d'ailleurs ces États construisent en fait la régulation au fur et à mesure et adaptent ce genre d'action. Vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, je voudrais apporter une précision en ce qui concerne la France de ce point de vue-là. J'ai été magistrat, j'ai été juge d'instruction pendant 10 ans au début de ma carrière et avocat général en cour d'appel récemment pendant 3 ans. Ce qui me frappe, c'est qu'à la fin des années 70, en matière de circulation, on ne voyait pas d'accident avec du cannabis. Alors peut-être qu'on ne savait pas. On le recherchait pas. On le recherchait. Mais globalement, quand même, bon, si on croisait l'information, c'était pas important. Là, les 3 ans où j'ai été avocat général à Versailles, à chaque audience, j'avais 1 ou 2 affaires pour des accidents avec du cannabis. Parfois, c'était pas forcément le cannabis qui avait causé l'accident, mais il y avait un conducteur impliqué, et puis un certain nombre d'accidents où il y avait effectivement un rôle. Et donc, de ce point de vue-là, on a vu en France vraiment se développer une prégnance du cannabis sur les conducteurs. Oui. Oui, je veux dire, un projet politique, social et sanitaire doit prendre en compte absolument, comme ça a été fait tardivement pour l'alcool dans notre pays, la sécurité routière, bien évidemment. Après, je trouve qu'en France, je ne vais pas dire on est bien placé, parce que ça serait cynique. On a l'exemple de l'alcool et du tabac, qui sont 2 drogues légalisées, et on est à 130 000 morts par an, avec une sorte de banalisation terrible. On vient de parler de la sécurité routière, on vient d'avoir un Premier ministre qui dit « je m'en fiche d'être impopulaire, je veux sauver 200 à 400 vies en réduisant de 90 km/h à 80 ». Bon, mais où sont les 49 000 vies à sauver avec des mesures de réduction des risques sur l'alcool et des 79 000. Voilà. Donc parlons lobby d'une part, parce que ça, je crois que dans l'émission, on va voir aussi sur le cannabis des lobbies comme aux États-Unis. Donc, et d'autre part, parlons de l'échec quand même de la prohibition, dont les objectifs n'étaient pas que des objectifs moraux avec des socles de peur, de frayeur. Quels étaient les objectifs de la prohibition ? Diminuer les consommations ? Est-ce que ça a été le cas ? Absolument pas. Diminuer les maladies
en rapport avec les consommations, overdose y compris. Ça n'a absolument pas été le cas. Je ne vais pas faire la checklist. Personne n'est jamais mort d'une overdose de cannabis. Non, mais je parlais de la prohibition en général, hein, cher Gaspard, ça je le sais. Non, mais il faut quand même peut-être rappeler aux auditeurs que le cannabis... Il n'y a pas d'overdose de cannabis, mais il y a beaucoup de produits... Il n'y a pas d'overdose mortelle. Oui, mais il y a des overdoses. Y compris, par rapport à d'autres drogues. On est bien d'accord, et je m'élèverai toujours contre le terme d'overdose pour le cannabis, donc nous sommes sur la même longueur d'onde, si j'ose dire. Par contre, des overdoses d'alcool, ça s'appelle des comas éthyliques, ça existe. Des overdoses d'héroïne ou de médicaments opiacés, ça existe, etc. Bref, je ne comprends pas pourquoi dans notre pays, on ne change pas une équipe qui perd et qui sait appeler la prohibition. Mais ça ne veut pas dire, avec l'exemple de l'alcool et du tabac, qu'il va suffire de légaliser. Donc développons le sanitaire et réfléchissons, travaillons comme le Portugal l'a fait, sur des lois qui permettent d'être bénéfiques pour l'individu et la société. On va voir, parce qu'il faut effectivement... Un chauffeur de taxi au Colorado, évidemment, c'est une plaisanterie, mais enfin, il disait que quand on conduit en ayant un peu fumé, on ralentit. Quand on conduit en ayant bu, on accélère. Et que tout bien compté, il vaut mieux ralentir qu'accélérer. D'ailleurs, je crois que les statistiques d'accidentologie au Colorado ont légèrement baissé depuis l'introduction, depuis la légalisation du cannabis où elles sont stables. Mais ça veut dire aussi autre chose, plus sérieusement, c'est que 30% des crimes sont dus à la consommation d'alcool. L'alcool est criminogène. Il rend agressif. Alors que le cannabis a plutôt des vertus sociales apaisantes. C'est-à-dire qu'au contraire, ça détend les gens, ça les calme, ça les ralentit. Donc c'est pas seulement qu'il faut tout faire que la légalisation permettrait de limiter la consommation de mieux à doser, c'est que la consommation peut aussi avoir des vertus en soi. Quand vous passez un peu de temps sur les réseaux sociaux, vous souhaitez que plus de Français consomment du cannabis de temps en temps, se détendre. Hélas, comme disait Coluche, si vous voulez, ça c'est du passé. Maintenant, le problème est celui de la polyconsommation. C'est ça. Hein, c'est-à-dire que l'idée de se dire cannabis ou alcool est très jolie en théorie, pour pas dire en philosophie. Mais la pratique, c'est qu'est-ce qui se passe, que ce soit en termes de recherche ou de pratique, quand il y a cannabis et alcool. D'ailleurs, les jeunes soyons nous-mêmes pratiques et arrêtés, sortons, si j'ose dire, de dichotomie aussi simpliste. Les jeunes qui sont arrêtés pour être sous un accident de voiture sont souvent sous les deux, en prise des deux produits. Et la plupart des études, même en IRM, font lieu soit sur l'alcool, soit sur le cannabis, et pas sur alcool et cannabis. On va parler finance tout de suite. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, j'ai les statistiques du Colorado ici sur les hospitalisations en urgence par rapport à des problèmes de cannabis. En 2011, ça représentait 147 pour 100 000. Et en 2013, on est passé à 248 pour 100 000. Vous savez pourquoi? Vous savez très bien pourquoi? Parce que les gens n'y allaient pas, évidemment. Non, mais 147 à 248 pour 100 000, ça, même si c'est une augmentation de plus de 50%, ça reste quand même négligeable par rapport au problème d'alcool. On ne peut pas l'expliquer aussi éventuellement par le fait que certains produits auraient pu changer. Voilà. Mais surtout que c'est qu'une fois que vous légalisez d'abord le produit, vous pouvez contrôler. Mais deuxièmement, comme c'est légal, vous pouvez d'un côté faire des campagnes de prévention et de l'autre côté, quand vous avez un problème, vous avez le réflexe d'aller à l'hôpital parce que vous n'allez pas avoir la police derrière vous parce que vous avez utilisé une substance illicite. Donc c'est normal que ce genre de statistiques augmente. Mais on peut aussi éventuellement plus doser les produits. Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu aussi des gens, mais on avait ça avec les malaises vagos ou les Français pas bien dans les coffee shops à Amsterdam. C'était une typologie. C'est que des personnes ont voulu essayer plus fort, et notamment en substances psychoactives. Le CBD, c'est de la super camomille, pour le dire comme ça pose, ça calme. Le THC, s'il est fortement dosé, ça peut être terriblement anxiogène. Et les attaques de panique, oui, l'arrêt de la prohibition permet aux gens qui sont pas bien en ayant absorbé une substance d'aller essayer de se faire soigner. C'est une forme d'apprentissage et de pacification que là aussi la prohibition pouvait pas permettre, parce que Mafia sans frontières, en termes de prévention, ça n'a jamais bien marché. C'est sûr. Alors justement, est-ce que ça permet ou pas d'augmenter les recettes de l'État? Évidemment, puisqu'on va commencer à légaliser un produit, on va le taxer. Il y avait un rapport de Terra Nova qui évaluait les milliards que gagnerait l'État français. C'est 500 millions en moins de coûts, plus 1 à 6 milliards, je crois, de recettes en fonction des différents degrés de légalisation. Au Colorado, ils ont eu, je crois, c'est maintenant un business volume de 1 milliard par an, le cannabis. C'est monté très rapidement. Là-dessus, l'État prend 30% et ça va essentiellement dans des programmes de prévention et dans des programmes aussi de construction d'écoles, si je me souviens bien. Ils ont ciblé l'utilisation de ces recettes. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'au-delà de l'aspect purement financier, c'est le même département de l'État du Colorado qui s'occupe de la régulation. Et donc d'un côté, il prélève l'impôt, mais de l'autre côté,
ils ont un peu appris en marchant à comment se réguler ce produit. Et ça qui est intéressant avec les États-Unis, c'est qu'ils ont toujours ce goût du risque, qui fait qu'ils y vont, ils légalisent, et puis ensuite ils s'accordent avec l'industrie, ils regardent un peu quels sont les obstacles, et ils inventent la régulation à mesure que ça avance. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer que tout soit parfait dès le début, ils y vont pas à pas. Et notamment, je me rappelle d'avoir une discussion sur les edibles, vous savez, c'est les produits qu'on mange. Parce qu'en fait, la moitié du cannabis là-bas est consommé sous forme de friandises, en fait. Et puis il y a toutes sortes de choses très innovantes, il y a des chocolats de Bruges, il y a tout ce que vous voulez. Et donc, ils ont dit, là, le problème, c'est que l'effet, c'est 3 heures après, puisqu'il faut la digestion. Et donc, il y a des gens qui disent, ah tiens, ça me fait rien, j'en prends un, et puis après, ils explosent et ils finissent en effet à l'hôpital. Bon, et donc, le régulateur a dit, ce qu'on va faire, on va identifier sur chaque produit les 100 mg, je crois, de THC. 10. Je suis un peu ambitieux. Bon, enfin, qui correspondent à une unité. Et comme ça, les gens vont pouvoir savoir que représente une unité, que ce soit sur un chocolat ou sur c'est pas un régulateur, une bouteille d'eau. C'est une autorégulation du marché. Oui, mais là, ça s'est passé par le département des taxes, en l'occurrence, qui, avec le marché, a construit maintenant c'est une règle, c'est-à-dire c'est une obligation pour l'ensemble des fournisseurs privés. Donc ce que je veux dire, c'est que la régulation, ça permet de l'inventer de manière judicieuse pour mieux informer le consommateur. Tracer, ce qu'on n'a pas avec, encore une fois, la remonter à la plante. De produits. Ce qui est important de comprendre au niveau de la taxation, c'est que ça va jouer aussi sur le marché noir. C'est-à-dire que plus le cannabis va être taxé, plus le prix est élevé et plus ça laisse le marché noir exister. Donc le problème pour l'État ou le régulateur, c'est de trouver ce difficile équilibre entre une taxe qui est importante pour la communauté et le fait de pouvoir essayer d'assécher le marché. Dans votre enquête, c'est ce qu'on voit déjà ou pas des Oui, on voit, la différence de prix est importante. La ditchweed, la mauvaise herbe, qui est encore consommée au Colorado, par exemple, est autour de $7, en tout cas à l'époque de l'étude, $7 pour un cannabis légal autour de 20 et 10 pour le thérapeutique. Oui. Ceci dit qu'on n'a pas beaucoup d'argent, on va vers le $7 et là, on l'a vu, ce sont les plus démunis et aussi les mineurs. Je rappelle que les mineurs sont quand même au centre des politiques publiques en termes de prévention ça reste vraiment la question que personne jusqu'à présent n'a résolue. Ce qu'on sait, encore une fois, c'est que la prohibition a totalement échoué sur cette prévention-là, et la France en est un triste exemple, avec oui, il faut rappeler quand même qu'en France, on a quand même une politique qui est dure et qu'on a énormément de jeunes fumeurs. D'Europe, et on voit à peu près 750 000 à 800 000 gamins, pour les nommer comme ça, dans un usage quotidien, et c'est ce qu'il faut toujours rappeler sur le cannabis. La différence, pas simplement entre festif et médical, ou récréatif et médical, c'est les effets sur un cerveau déjà formé, un cerveau adulte, et un cerveau en voie de formation. À quel âge il est formé, le cerveau ? C'est l'organe qui se forme après les dents de sagesse le plus tardivement. Les vannes de carabin vous diraient chez les femmes vraisemblablement vers 21 à 25 ans, chez les hommes vers 60 à 75 ans. Mais on va faire une moyenne vers 25 ans pour les deux genres. Donc un organe à maturation tardive. Mais on sait que le cannabis, ça maintenant c'est sûr du point de vue scientifique, s'il y a un usage intensif, régulier et précoce, va être un frein de développement. Mais en France, ils commencent pas à 17-18 ans, ils commencent à 13-14 ans maintenant. On a vu que ce qui était avant une consommation dans les années 70, un peu hippie, pas cool, d'étudiants, c'est-à-dire avec un cerveau à 18-19 ans, a glissé plutôt vers la 4e et la 5e. Alors avec quel danger des usages de freins de développement cérébral, c'est-à-dire des personnes qui petit à petit vont avoir des troubles de l'apprentissage, des troubles de la mémorisation et surtout des troubles de la relation à l'autre. Donc un vrai retard de développement à l'adolescence. Et c'est ça notre cible principale, parce que nous tous autour, c'est quel est le meilleur système de protection pour les plus vulnérables, et les plus vulnérables, ce sont les cerveaux des adolescents. On a une réponse négative, la prohibition a absolument pas protégé, ni notre société, on ne parle pas là, il y a plus de morts, pour le dire comme ça, à cause des règlements de compte sur le cannabis, qu'à cause du cannabis sur la route, quoi. Ça devient complètement délirant. Et n'a pas protégé les adolescents. Pourquoi ? Parce qu'on a pensé que la prohibition suffisait à protéger. Ça ne marche pas. Il ne faut pas penser non plus que la légalisation va suffire. Donc quand est-ce qu'on fait une vraie cause nationale des addictions, que ce soit sur l'alcool, le tabac
et le cannabis, notamment pour les adolescents. C'est une question que je pose au Premier ministre, puisque c'est lui qui décide des grandes causes nationales, en espérant une réponse, Marina. Mais bien, écoutez, je suivrai ça, ne vous inquiétez pas. Je tiens quand même à souligner, et William le sait, c'est qu'effectivement, on voit qu'avec notre système législatif qui est plutôt strict, il n'y a pas eu de diminution de la consommation. Mais si on regarde ce qui se passe par exemple en Espagne, où le système législatif et l'interdit est plus léger, la consommation est très élevée. Ce qui suggère aussi qu'il faut aller chercher vers d'autres types de réponses que la réponse pénale. Exactement. Que, en fait, le problème n'est pas forcément lié à une réponse pénale en termes de consommation. La loi ne fait pas tout, il faut qu'on se mette dans cette idée de faire un programme sanitaire digne de ce nom. Ça dépend, il ne faut pas non plus considérer que la diminution de la consommation est un but évident en soi. Je n'ai jamais compris au nom de quoi on peut interdire quelque chose qui ne nuit pas à autrui. Non, mais je crois que vraiment le message de William Lowenstein, c'est vraiment de protéger les jeunes. Plutôt que d'interdire la consommation, ce qu'il faut que vous puissiez entendre, c'est comment retarder l'âge des premiers usages et encore plus des premiers abus pour que ces usages ne soient pas nocifs. Moi, ma position n'est pas de dire ensuite, je suis pour, je suis contre. Si vous voulez vous faire du mal à vous-même, peu importe. Non, mais je pense qu'on a le droit d'être bon vivant, mais de dire à ceux qui veulent être bons vivants qu'il faut être vivant pour être bon vivant. C'est valable pour l'alcool, ça ne veut pas dire leur imposer, mais c'est valable aussi bien pour l'alcool que pour les autres drogues. Et donc, à un moment donné, sur les adolescents, on est terriblement en retard. On parlait du retard sur la recherche du génome, du retard sur le cannabis thérapeutique. Mais en termes de prévention, on ne peut pas dire simplement « Allez, pourquoi interdire la consommation ?» Si, en termes de protection, de même qu'on l'a fait dans d'autres domaines, je pense qu'il faut élaborer une stratégie digne, respectueuse, mais qui protège les plus vulnérables. Est-ce que d'après vous, légaliser, ça permet de mieux faire de la prévention ? C'est ça, c'est actuellement les politiques actuelles, c'est un véritable frein pour la prévention chez les jeunes, mais aussi dans l'usage adulte. Et dans l'usage adulte, c'est un frein aussi pour la réduction des risques. C'est-à-dire qu'effectivement, on pourrait se dire qu'un adulte pourrait consommer de manière responsable, mais encore faut-il qu'il soit au courant des bonnes pratiques. Et une des clés pour réduire la consommation chez les jeunes et réduire l'âge du primo-usage, c'est de redonner aux parents leur pouvoir d'éducation. C'est-à-dire que les lois ont infantilisé les adultes qui, pourtant, pour la plupart, consomment le cannabis de manière très responsable. Si on redonne à ces adultes le pouvoir d'éduquer leurs enfants, parce qu'il n'y a rien à faire, c'est quand même dans la structure familiale que y a les valeurs éducatives qui sont données. Et aujourd'hui, les parents, ils sont démunis. Ils sont démunis parce qu'il y a une profonde méconnaissance sur le sujet, à cause du tabou général qui est en place à cause de cet interdit. Mais aussi parce que c'est illégal et que le message du coup est simple, c'est illégal, tu touches pas. Exactement. Pour des parents un peu légalistes, ce sera aussi simple que ça, le discours, c'est illégal, tu risques la prison, alors tu ne touches pas. Et donc, du coup, ils ne s'intéressent pas au sujet et ils n'ont pas les outils nécessaires pour discuter avec leurs enfants sur ce que c'est que la consommation de cannabis. Et encore une fois, il ne faut pas avoir forcément un discours alarmant. Un ado qui consomme une fois de temps en temps, ça va être quelque chose qui va être, avec ses pairs, ça va être quelque chose qui va être quelque part un petit peu normal, ça fait partie de l'apprentissage de la vie. Mais attention, warning, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas un usage qui devienne quotidien et que ça n'entraîne pas des répercussions sur la vie sociale de l'adolescent. Quotidien, solitaire et précoce, quoi. Oui. On dit que la prohibition a échoué. Moi, je n'accepte pas ça. La prohibition a tous les inconvénients que vous voulez, mais elle a contenu le phénomène. Le pourcentage de population mondiale qui se drogue aux drogues illicites, c'est de l'ordre de 3-5%. Alors que le tabac, c'est 40%. On a perdu la bataille du tabac. L'alcool, je n'en parle pas. Et donc, c'est quelque chose dont il faut tenir compte. On a fait une grave erreur dans les années 60 en confiant ça aux juges et aux médecins. En gros, quand on a fait la loi de 70 en France, Jacques Chaban-Delmas, on a posé deux questions. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que ça appelle? Les hommes politiques sont comme les drogués. Ils veulent tout de suite, et que ça coûte rien. Et donc, leur position a été de dire de quoi s'agit-il? On voit vaguement ce dont il s'agit. Qui mettre en charge? On va mettre en charge le juge et le médecin. On a oublié la société civile. Quand vous êtes parent d'un enfant qui a peur dans le noir, vous levez la nuit parce qu'il n'y a pas de ministère des enfants qui ont peur dans le noir. C'est-à-dire que ce qui s'est passé dans les années 70 a eu comme effet de mettre en charge des gens qui font que ça a des responsabilités, la société civile. Moi, je dis que c'est l'affaire des parents, de la cité,
des citoyens. Et c'est à ce niveau-là aussi qu'il y aurait besoin d'un accompagnement sérieux pour qu'on soit capable de sortir du binôme juge ou médecin. Attends, on est d'accord que c'est un débat général, c'est un débat de société. Juste une chose quand même, il y a un seul point sur lequel je suis d'accord avec vous, mais c'est déjà un, quoi. C'est que souvent les hommes politiques sont comme des drogués. Ça, je vous suis totalement, mais c'est le seul point sur lequel je vous suis. Après, qu'on ne demande pas tout à l'État et que cette responsabilité citoyenne puisse avoir lieu, est-ce possible quand il y a une pénalisation ? Vous êtes en contradiction, sans mauvais jeu de mots sur les addictions, totale. Si vous dites voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mal, mais moi je tiens à ce qu'il y ait un développement de responsabilité citoyenne, vous faites un grand écart qui vous honore à votre âge, mais qui est tout simplement impossible. Non. Mais ce que je disais, quand je disais que les parents aussi pouvaient se défausser du coup et ne pas parler à leurs ados en disant c'est interdit, c'est interdit. Exactement. Alors, et on pensait que l'interdiction allait protéger. Voilà. Ce n'est pas le cas. Je vais vous répondre. Le problème, c'est qu'il y a un consensus de 189 États sur 194 pour dire qu'il faut une réponse pénale à l'usage. Oui, mais que les États représente ces États? Ah non, c'est les gouvernements France, légitimes. Vous avez 85% des gens qui trouvent que la loi ne marche pas. Oui, 52% qui voudraient un changement vers la légalisation. On est en démocratie. C'est là où je dis les politiques. Non, mais à la fois, vous parlez de citoyenneté, vous me dites, ah bah si les politiques disent ça, les politiques qui sont comme les drogués, c'est qu'ils ont raison. J'ai du mal à vous suivre. Continuons sur la politique. On a un mode d'adoption des. Commençons sur la politique parce que vous avez fait l'histoire de l'interdiction en France. Si vous reprenez l'histoire de la prohibition et de là où la prohibition a commencé, c'est-à-dire aux États-Unis dans les années 30, vous aviez un département de lutte contre les drogues qui était dirigé par Harry Anslinger et c'est lui qui a lancé tout ce processus. Pourquoi ? Parce que d'abord, son département était menacé à cause de la fin de la prohibition de l'alcool et de la réduction des dépenses publiques suite à la crise. Et donc, ce Henry Anslinger s'est dit, il faut bien, pour justifier ma vie de bureaucrate, il faut que je trouve un nouvel interdit. Et donc, c'est tombé sur la marijuana qui est arrivée par le Mexique, mais dont, grosso modo, personne n'avait entendu parler. Ce Harry Anslinger a fait toutes sortes d'études complètement fumeuses, dont certaines qui disaient qu'à cause du cannabis, les blanches allaient coucher avec les noirs, je cite parce que c'est particulièrement ridicule, et qui dénonçait les effets criminogènes du cannabis qui ont été invalidés par tous les rapports possibles. Il n'y a pas de lien entre criminalité et consommation de cannabis. Mais ce que je veux dire, c'est que immédiatement, il y a eu des rapporrs qui ont été demandés notamment par le maire de New York, LaGuardia, au milieu des années 40 à l'Académie de médecine de New York, qui concluait que le cannabis avait assez peu d'effets addictifs, parce qu'il faut quand même rappeler que le cannabis c'est moins addictif que le café, pas d'effet cancérigène à part ces histoires de goudron, et que bon, c'était une drogue que l'humanité consommait depuis l'aube des temps. Et ces rapports ont été enterrés par les gouvernements successifs. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a été un mécanisme très politique, ça a été un mécanisme très marketing d'ailleurs, de la part de l'administration qui a véritablement inventé une drogue, et que maintenant on a du mal à détricoter un processus qui, dès le début, était un processus biaisé, qui est un processus qui a été fait pour des raisons, je dirais, très mesquines, d'ordre administrativo-politique. On va finir juste sur ce mot de politique, juste avec William Lowenstein, parce qu'on peut débattre pendant des heures de ça, simplement pour dire que notre politique en France, clairement, ne marche pas, en tout cas sur la consommation des jeunes, et que ce sont eux les plus menacés, et notamment des jeunes adolescents, et qu'il faut effectivement se mettre autour d'une table et réfléchir à comment changer travailler pour le cannabis, pour protéger nos jeunes. C'est vraiment pour clair, le tabac et l'alcool. Notre constat est celui que malgré vraiment des gens extraordinaires à différents postes, notre système ne fonctionne pas et qu'il est temps de le bouger. On est capable de se bouger pour 200 à 400 morts sur les routes. On doit pouvoir se bouger pour 130 000 morts à cause du tabac et de l'alcool et un certain nombre de jeunes très handicapés par le cannabis. Et là, c'est pas de la morale ou de la politique, c'est de la santé et c'est indispensable. Dans un objectif de santé publique et de société saine. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission qui est disponible en replay, ainsi que le documentaire sur le site France TV. Gaspard Koenig, le tome 2 des Aventuriers de la Liberté, va être disponible en février aux éditions de l'Observatoire, fin février, c'est ça ? Voilà. Également, pour en savoir plus, le livre de William Lowenstein, écrit avec Laurent Carilla, Tous addicts et après, chez Flammarion. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau numéro du Monde en face. D'ici là, passez une très bonne fin de soirée sur France 5 avec tout de suite l'émission C'est dans l'air présentée par Caroline Roux. À très bientôt, au revoir.
Comment écrire un bon livre sur soi ou sur sa famille? Alors vous pouvez bien sûr écrire vos mémoires, c'est ce que fait le paléontologue Yves Coppens, l'homme qui a découvert notre ancêtre Lucie. Mais vous pouvez aussi mener une enquête, interroger les proches, fouiller les archives à la manière de Colombe Schneck ou de Jérôme Garcin. Ou alors, vous pouvez essayer ce qu'on appelle l'égo-histoire, comme Yvan Jablonka. À moins que vous ne préfériez tout inventer à la façon de Frédéric Becbédé. Autobiographie, mémoire, mode d'emploi, c'est dans la Grande Librairie. François Bunel présente la Grande Librairie en direct demain à 20h50 sur France 5.